tout ce qui s'est passé, entre autres avec l'arrivée de Donald Trump, le gouvernement du Québec qui se demande si son objectif d'auto électrique est atteignable. Ben oui, parce que c'est un objectif d'avoir 2 millions de véhicules électriques sur les routes d'ici 2030. Il y a plusieurs personnes qui ont soulevé le fait que probablement qu'on ne l'atteindra pas, que ce serait bien de revoir un peu les objectifs. Ben c'est ce que François Legault étudie en ce moment, la possibilité de repousser à plus tard cet objectif de 2030, parce qu'en ce moment, Mario, là, en date du 31 décembre 2024, en fait, c'était seulement 327 000 véhicules électriques et hybrides branchables qui étaient en circulation dans la province. Donc, on est loin du 2 millions qu'on voulait pour dans 5 ans. Il y a eu un enthousiasme fou durant l'automne parce qu'en annonçant la fin des subventions au 31 décembre, le gouvernement a provoqué qu'en octobre, novembre, décembre, là, je pense que c'est 30 quelques % des véhicules vendus étaient électriques parce que les gens se sont rués pour profiter de la grosse subvention de dernière fois. Mais là, évidemment, Mais là, à la baisse des subventions... Il arrive quoi les mois d'après, janvier, février, mars? Ben là, t'en vends plus. Baisse de 46 % des ventes de véhicules électriques depuis le début de l'année. Oui, il y a les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui font mal à l'industrie, les contestations des réglementations environnementales par l'administration Trump et aussi la fin de la subvention fédérale. Et on sait qu'au Québec, ça a considérablement baissé également. Donc, ce qui fait qu'on pense à devoir repousser à plus tard l'objectif de 2030, mais aussi revoir les cibles pour les constructeurs pour la période de 2026 à 2029. Parce qu'il faut le dire, là, l'industrie doit vendre un certain pourcentage de véhicules électriques chaque année. Sinon, il y a une pénalité de 20 000 $ par véhicule non distribué sur le marché. Mais c'est parce que l'industrie aussi a freiné. T'sais, plusieurs compagnies, ont annoncé, mettons, dans la dernière année, dans le dernier 12 à 18 mois, nos plans là, d'adoption des véhicules électriques, on les reporte, on les ralentit, on va maintenir un petit peu plus de véhicules à essence. Donc, les constructeurs eux-mêmes qui avaient... Parce que cela, ça s'accumule aussi, là. Oui, bien, soit parce qu'ils les vendent pas, parce qu'ils sont trop chers, soit parce que la demande n'est pas là, soit parce que leur technologie à eux, parce que eux aussi ont poussé la machine dans certains cas pour avoir des autos électriques, mais tu sais, ils ont des défectuosités, ils ont des pannes, donc ils veulent parfaire leur technologie avant de les mettre sur le marché. Fait que je pense que comme ça, tout le monde a voulu pousser la machine très fort, puis là, on se rend compte... Je pense que ce changement-là, il va se faire, mais peut-être pas au rythme. Pas aussi rapidement. Ouais, mais tu sais, jusqu'à un certain point, je me souviens d'avoir commenté ça ici, à Cube. Quand le gouvernement annonce ça, tu sais, 2035, des véhicules électriques, je me dis, le gouvernement contrôle pas ça. Tu sais, ça va être décidé par la technologie, par l'économie, par les fabricants, par un ensemble de variables. Le gouvernement, là-dedans, c'est pas lui qui fabrique les autos. Alors, le gouvernement fixe des objectifs, établit des grands principes. Mais je veux dire, on n'aura pas mettre une réglementation théorique au Québec. Il faudrait que toutes les autos soient électriques. Si les fabricants sont pas capables de te fournir tes véhicules électriques pour toute la population du Québec... Et si la population ne l'achète pas? Puis la population ne l'achète pas, ben, tu vas arriver en 2032 ou en 2033. De toute façon, tu aurais été obligé de dire on reporte l'objectif ou on annule l'objectif. Je veux dire, tu peux pas artificiellement, quand tu es au gouvernement, pousser des choses que la technologie ou l'économie permet pas. Là. Les gouvernements, des fois, s'installent là, en haut, là, au lutrin, là, au-dessus de leur petite colline, puis là, ils font une grosse annonce, puis... sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas vraiment le contrôle. Une nuit plus calme à Los Angeles? Nuit plus calme en raison surtout du couvre-feu qui a été imposé hier soir là, dans un quadrilatère de 2 km² au centre-ville de Los Angeles. Donc, ça fait en sorte que le début de soirée a été mouvementé, mais que la nuit s'est calmée parce que le couvre-feu est imposé à partir de 20 h et vient d'être levé. Là, c'était jusqu'à 6 h du matin. La police disait avoir arrêté des groupes multiples là, qui ont continué de se rassembler quand même parce qu'on disait aux gens, si vous ne quittez pas, vous allez être arrêtés. On parle d'arrestation massive. On ne précise pas le nombre exact. J'ai vu 25 personnes à certains endroits dans certains médias. Le couvre-feu, donc, est en vigueur jusqu'à 6 h. Et les manifestations aussi, Mario, on en parlait déjà hier matin, qui ont gagné d'autres villes américaines, New York, entre autres. Il y a quelques milliers de personnes qui se sont rassemblées hier soir. Chicago également. Donc, les gens qui protestent contre la politique migratoire Par contre, il n'y a pas eu le genre d'affrontement. Non, pas de ce qu'on a vu dans les derniers jours, effectivement. Mais là, cette affaire-là, c'est devenu une rivalité carrément là, entre l'administration de Donald Trump, les dirigeants du Parti démocrate aussi. Il y a le gouverneur du Texas qui a dit hier soir qu'il ordonnait le déploiement de la garde nationale.
Et inversement, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui continue de s'en prendre à Donald Trump, il a accordé une entrevue à la télévision hier, dénoncé des abus de pouvoir éhontés, dit que Donald Trump se comportait comme un tyran. Bref, tout ça est devenu une joute politique également. En fait, c'est devenu surtout une joute politique, si tu veux mon avis, avec Newsom, qui à travers tout ça, c'est Trump qui en profite pour refaire le plein de ses appuis dans sa base, puis Newsom qui en profite pour faire parler de lui à l'échelle nationale comme un futur candidat présidentiel. Voilà, fait que les deux, ils trouvent un intérêt. Troisième journée de grève à la STM. Oui, troisième journée qui s'amorce aujourd'hui à la STM. On en parlait, ça a eu des conséquences sur la circulation hier. Les répercussions qui sont présentes encore pour les Montréalais avec ces heures limitées. Les tarifs Uber, on en parlait aussi hier, ça peut atteindre jusqu'à 75 $ après le dernier métro. Donc, les gens qui essaient vraiment, tant bien que mal, de se trouver une façon... on a vu passer des témoignages de gens là-dessus qui disent, le taxi ou l'Uber, ce que ça représente, des gens qui gagnent pas beaucoup, qui travaillent au salaire minimum, ce que ça représente comme proportion de leur revenu de la journée. Tu es allé travailler une journée, mais genre le quart de ton revenu ou le tiers de ton revenu va pour te transporter. Là. Parce que d'habitude, tu as ta carte de transport en commun, puis tu te transportes, c'est ton coût de transport. Mais là, si tu prends un taxi ou un Uber à chaque fois, puis un Uber à fort prix, ça vaut quasiment plus la peine d'aller travailler. Parce que quand tu veux te déplacer à Montréal, là, autrement que par le métro aussi, c'est pas tout le monde qui peut marcher des longues distances. C'est plus difficile. Ouais, puis là, hier, à la pluie, c'est encore moins le fun de marcher. Oui, ça c'est clair. Donc là, à compter de demain, le service va être offert un peu plus prolongé. Là. En dehors des heures... de pointe, en fait, des 3 heures de pointe de la journée, ça va être 50 %. Donc, ça va être plus lent, mais ça va fonctionner jusqu'à ce qu'en fin de semaine, là, pour le Grand Prix, samedi, dimanche, là, pour le Grand Prix, c'est complet. Et mais là, lundi, la grève revient lundi-mardi. C'est ça. Lundi, on revient, mais là, à partir de lundi, on revient en grève. À moins qu'il y ait eu une entente d'ici là, on revient en grève. Mais là, attention, à partir de lundi, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres grèves. On pourrait être en grève multiple parce qu'il y a d'autres syndicats qui ont des mandats de grève. Il y a le syndicat des chauffeurs et des chauffeurs de bus et de métro, entre autres, qui avaient voté pour un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. On n'avait pas déterminé quelle date. Donc là, oui, ça pourrait se poursuivre. Mais là, il y a le ministre Boulet qui dit qu'il veut nommer un médiateur bientôt pour accélérer les négociations. Les deux parties sont d'accord avec ça. Le syndicat, lui, continue de dire quand même que c'est des reculs inacceptables présentés par la STM. Et ces reculs-là doivent être retirés si on veut que les échanges reprennent. Donc là, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entende pas la mairesse de Montréal. La mairesse Valérie Plante. Parce que la mairesse Valérie Plante... Ça a été soulevé, ça, comme point. C'est-à-dire que quand c'est pour aller chercher des budgets du fédéral ou du gouvernement du Québec, là, on va dire le transport en commun, c'est essentiel. Le transport en commun, c'est fondamental. Dans toutes circonstances, ça va dire le transport en commun, c'est essentiel, c'est fondamental. Le seul moment où le transport en commun est plus essentiel, c'est quand il y a une grève. Parce qu'elle veut protéger sa relation syndicale. Puis là, tout à coup, le transport en commun est plus important. Là, à ce moment-là, le transport en commun, c'est accessoire, c'est secondaire, on peut s'en passer. Alors, il me semble que on devrait dans ce cas-ci l'entendre. Et l'autre chose qui me frappe, moi, la Cour suprême a tranché sur le droit de grève. Dans une cause en Saskatchewan, comme le droit de grève était essentiel, fondamental, un droit là, inaliénable. Mais mettons qu'une grosse organisation comme la Ville de Montréal prenait la cause inverse. Disait, moi, là, je prends la cause d'un citoyen qui a besoin de se transporter, qui gagne pas beaucoup, qui est étudiant, ou qui a un petit salaire, ou qui est retraité, qui a une petite pension, puis qui a besoin du transport en commun pour aller à ses rendez-vous, pour aller au travail, pour aller à des choses essentielles. Puis je vais le monter jusqu'à la Cour suprême sur le droit des usagers. Parce que comme si les syndicats, eux, vont à la Cour suprême, dépensent de l'argent, vont au bout de leur logique, tout ça. Mais est-ce que quelqu'un pourrait prendre la défense des usagers, au fond, puis dire, est-ce qu'il faut rebalancer ça, le droit de grève? Est-ce que ça doit être balancé avec le droit de certains... le droit de la population, le droit des gens qui payent des impôts, des taxes, qui ont payé pour mettre en place un système de transport en commun, qui ont le droit au service. En tout cas, écoutez, on ne l'entend pas du tout, là, la mairesse. Ceci dit, il y a eu plus de monde sur les pistes cyclables. Probablement que Mme Plante est contente à cause de ça. Ça a été un lundi. Vélo-Québec aussi, il voit une opportunité pour les gens de revoir leur mode de déplacement parce que ça a été un record de fréquentation sur les pistes cyclables, entre autres sur le réseau Express Vélo, le service aussi de vélo partage Bixi. Lundi, là, c'est 10 175 passages qui ont été enregistrés sur le réseau. C'est à cause de leur petit compteur, là?
Je sais pas. Oui, parce qu'il y a ça quelque part. On avait ça, l'ancien bâtiment de TVA, là, à 2 rues, il y avait un petit compteur. Je me disais, doit être à cause de ça. Faut-tu être idéologiquement motivé pour payer, pour mettre un compteur de cyclistes, pour pouvoir dire ensuite au bulletin de nouvelles, il y a beaucoup de cyclistes. Puis... c'est parce que quand on a créé le rêve, le réseau Express Vélo, on veut justifier, j'imagine, que c'est utile. Donc, mais c'est normalement, là, c'est vraiment un record pour cette journée-là en semaine, parce qu'on sait que le lundi, habituellement, il y a beaucoup de gens en télétravail. Donc, ça fait développer le vélo. Est-ce que les gens vont revoir par la suite leurs habitudes ou c'est temporaire? Ça reste à déterminer. Noyade à la Chine, et c'est une mère et son fils. Ça, c'est une histoire tragique là, ce matin. Une femme de 34 ans. En même temps. On ne sait pas ce qui s'est passé. Une femme de 34 ans, son fils de 3 ans, qui ont été retrouvés inanimés dans la piscine. Hier soir, là, les policiers ont été avisés. Après 21h30, c'est près de la rue Prévost, dans l'arrondissement La Chine. Donc, les policiers ont été dépêchés sur les lieux. Ils étaient inanimés. On a tenté des manœuvres de réanimation pour les secourir, mais malheureusement, on a constaté leur décès sur place. On dit qu'il n'y a pas d'éléments criminels dans l'événement. Il y a une enquête qui a été transférée au bureau du coroner. Les enquêteurs vont se déplacer en journée pour analyser la scène, tenter de faire la lumière sur les circonstances, parce que là, on n'a vraiment pas de détails sur ce qui s'est passé réellement. Les policiers étaient quand même très, très, très rapides à affirmer comme un fait lors de tout doute là, qu'il n'y a pas d'éléments criminels. Souvent, ils se gardent une prudence, disent, regarde, là, pour les premières minutes, les premières heures, tu arrives sur place, tu sais pas ce qui est arrivé, tu dis, toutes les hypothèses, ils vont nous faire des formules générales, mais toutes les hypothèses là, sont évaluées. Et là, on affirme qu'il n'y a pas d'éléments criminels. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu, sur quoi ils se battent, puis qu'est-ce qui a pu arriver, là? Est-ce que c'est un malaise de la mère? L'enfant s'est retrouvé seul dans l'eau, là, plus de surveillance? Est-ce que... Je me demandais même, est-ce que la mère a pu vivre une noyade? L'enfant est arrivé sur le bord de la piscine, a vu sa mère coucher, a paniqué, a sauté à l'eau en pensant pouvoir faire... J'ai de la misère, 3 ans, là, c'est toujours un âge. Qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire à 3 ans? Qu'est-ce qu'il peut... Mais un accident absolument tragique. Épouvantable. Et parlant de tragédie, il y en a eu toute une hier en Autriche. Le chancelier autrichien qui a déclaré un deuil national. Oui, deuil national de 3 jours qui s'amorce aujourd'hui au lendemain de cette fusillade dans une école secondaire. C'est une minute de silence qui est observée en soirée. Il y a eu des cérémonies également dans certaines églises. Les participants qui ont allumé des chandelles, déposé des fleurs en hommage à ces 10 victimes dans un mémorial improvisé devant l'école. École secondaire. Et l'auteur présumé, c'est un ancien étudiant de cette école-là. Il était âgé de 21 ans, donc on en a appris un peu plus au cours de la journée d'hier là, sur qui était l'auteur présumé. Il a agi seul et s'est donné la mort dans les toilettes après son crime. C'est ce qu'a affirmé les policiers. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer ses motivations à cette heure-ci. Certains médias avancent qu'il avait été harcelé, mais ça reste à déterminer. Grands honneurs encore pour Ginette Renault. Elle, c'est, on peut dire, tour du chapeau français. C'est bon, c'est bon. Elle a été faite commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. Hier, il y avait cérémonie à Québec, dans la ville de Québec, à la résidence de France. Donc, elle a reçu ça, cet insigne-là, cette médaille qu'elle trouvait tellement belle. Ça a été sa première réaction du consulat général de France, Éric Lamoureux. Lamoureux ou Lamouroux? Oui, parce qu'il y a 2-3 semaines, c'était le pont canadien, c'est ça? Musique canadienne. Et là, c'est la France qui l'honore. Exact. Puis en 2022, de la France, elle avait aussi reçu le titre de chancelière de l'Ordre de la Légion d'honneur aussi, nommée chevalière des arts et des lettres en 2021. Ça fait pas mal, 2011 plutôt, ça fait pas mal de chapeaux et de casquettes. D'ailleurs, il y a Pascal Robitaille, notre collègue à Québec, qui l'a rencontré hier pour une longue entrevue. Voici, entre autres, sa réaction de recevoir une si grande distinction. C'est magique pour moi. En plus, j'ai été reçu par le consulat français. Donc, c'est bon. Moi, j'aime bien manger. Hein? La nourriture était très bonne. Fait que c'est ma journée, c'est une journée magique. Elle rajoutait même, c'est comme à Walt Disney. Puis en même temps, c'était une occasion de parler de son état de santé. On sait qu'elle a eu plusieurs soucis de santé dans les dernières années. Puis même dans l'entrevue avec Pascal, puis j'en ai vu d'autres de d'autres médias. C'est sûr que c'est des grosses journées, il y a beaucoup d'entrevues, mais je la trouvais fragile. Alors voici ce qu'elle avait à dire à ce sujet-là. Il nous donne des médailles. Fait que je dis, écoute donc, peut-être que je suis... Non, mais je suis pas encore prête. Je procrastine beaucoup. J'ai des journées... plus difficile que d'autres. Je disais tantôt que j'ai eu dans ma vie trop de montées d'adrénaline puis d'endorphine. Donc, mon système nerveux
Des fois, il me joue des tours. Fait que mais j'essaie d'accueillir cette journée-là quand j'ai de la difficulté parce que je deviens sans ressources. Est-ce que vous avez une montée d'adrénaline aujourd'hui? Oui, c'est ça. Hein. Il faut que je fasse attention. Parce que du moment que j'ai des montées d'adrénaline, d'endorphine, je paye après. Fait que je paye le prix. Hein. Ouais, Mais c'est pas grave, je me dis. En même temps, je vais prendre 2-3 elle parlait jours. de tous ses projets. Elle est en train d'écrire une série présentement. Une série, elle aimerait ça en faire un film. Elle a parlé de la folle du cirque. Elle fait un paquet de choses en ce moment. Puis elle a même dit, puis là, je vais la citer parce que c'est comme ça qu'elle s'est adressée à Pascal. Elle dit, « Je peux-tu le dire à TV? Peux-tu dire ça? Écoute, je vais le dire. » Elle dit, « Moi, j'aimerais ça faire un duo. J'aimerais ça avec Rock Voisine. Hey, c'est un peu insolite, cette affaire-là, mais j'aimerais ça y faire l'amour. Mais tu sais, y faire l'amour le temps d'une chanson. » C'est à peu près de même que ça a été dit. Je trouvais ça drôle. Elle a gardé quand même son sens de Ginette. Puis elle a, même si elle va souffler 80 bougies... Il n'a pas dit que Rock Voisine va dire non à Mais faire il a pas répondu encore. un duo avec Ginette. Ben, ce serait vraiment exceptionnel. Elle a dit que c'était insolite. Moi, je trouve que ce serait bien. Mais il n'a pas répondu encore à cette demande-là. J'ai hâte de voir la suite. Mais donc, elle se garde active. Elle va souffler 80 bougies l'année prochaine. Puis, tu sais, c'est des longues entrevues. C'est peut-être pour ça que je trouvais qu'elle avait l'air un peu fatiguée hier. Ça m'a inquiétée, mais je me disais, bon, elle a été généreuse avec tout le monde. Puis, elle se garde en forme avec différentes En albums. même temps, elle était à Québec hier, elle était à Calgary, elle était allée recevoir son prix à Calgary Oui, il y a c'est une couple de beaucoup. semaines. Ah ouais, c'est des grosses semaines. Je m'étais dit la même chose même avec Jeannette Bertrand. J'étais comme, on est content de son centième, mais il me semble qu'on exagère Arrête ces pas. rencontres. Effectivement. J'inquiète pour nos monuments. Moi, je veux juste mentionner mon amour depuis toujours pour Ginette Ah Renaud. oui, Je suis c'est- une grande fan. Ben, juste pour toi. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la Et puisqu'on est dans l'amour, Dans la tendresse. l'amour des Montréalais pour Lynn Hudson Oui. a pris un autre step hier. Le défenseur de 21 ans qui a gagné le trophée Calder. Calder. Je savais pas trop comment le prononcer. Recrue de l'année. Merci le pour trophée ça. pour la recrue de l'année, voilà. Et on lui a remis ce trophée-là hier alors qu'il était en rencontre avec sa famille. Il ne s'y attendait pas. C'était beau, je trouvais, de voir Ouais, mais c'est sa c'est réaction. c'est la procédure de la Ligue cette Ouais. année. Plutôt de faire le gala, ils ont fait des remises là, individuelles à chaque joueur dans toutes sortes de contextes personnels. Et lui était réuni, je pense que c'est Barrington Lake, là, en Illinois, à peu près à 1 heure de Chicago, d'où il vient. Il était vraiment dans une petite ville de 5000 habitants, avec sa famille, avec des proches, des amis, parce que je comprends qu'on avait organisé une fête, les gens locaux avaient organisé une fête en disant pour sa nomination. C'est pour célébrer sa nomination comme recrue de l'année. Fait qu'il était là dans une petite fête. Mais c'était un petit bar, c'était un petit pub local. L'endroit, c'est bien humble, bien simple. Puis le trophée Calder était dans, Oui, il était dans là. la boîte. Il est passé quand même devant le gardien des Flames de Calgary, qui lui avait eu 29 victoires cette saison-là, devant également l'attaquant des Sharks de San Jose. Premier choix du dernier repêchage. Brady, Donc, il mais- était très surpris de recevoir ce trophée-là, les grands honneurs. Et là, ben, il y a les tergiversations sur le prochain contrat qui pourrait signer. À combien va-t-il... Ça va être combien énorme. Oui. Ça va être énorme. Il y a Certains avancent même même 100 millions 100 de millions. dollars. Moi, je pense ouais. que ça va être plus autour du 80 quelques. Là, mais oui, on s'entend que ça va être un contrat. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grosses vedettes à Montréal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de gros contrats à Montréal.